Merci Pierre. Donc ouais, l'idée, moi, c'est pas de vous présenter un outil de pilotage de l'irrigation, c'est de dire demain, le matériel ou en tout cas les nouvelles technologies, qu'est-ce que ça peut nous apporter pour améliorer justement cette notion d'efficience. Donc je voulais commencer par la question d'efficience. Alors pourquoi je parle d'efficience plutôt que d'économie? Souvent sur la question de l'eau, c'est souvent ce qu'on nous demande. On dit nous on a besoin que vous économisiez 20% d'eau. En fait, la question c'est toujours par rapport à quoi. Nous on est très dépendant. Donc quand je parle là, je parle efficience de l'eau d'irrigation, hein, mais on est très très dépendant du climat. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire moi, ce que je veux faire, c'est réussir à faire en sorte que pour chaque goutte d'eau que j'apporte, j'arrive à produire le maximum, ou alors que je produise la même chose avec moins d'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle l'efficience. Pour nous, c'est la production par millimètre d'eau apportée. Et c'est important pour nous de parler d'efficience plutôt que d'économie, parce que en fait, si on a une évolution de la demande climatique, en fait, c'est assez criant entre 2021 et 2022. Hein. En 2021, il n'y avait pas besoin d'eau. Et si on nous demande d'économiser de l'eau par rapport à 2021, là, ça va être pas possible. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'efficience. On parle, donc là, je m'arrêterai sur les questions d'efficience de l'eau d'irrigation. Sachez qu'il existe aussi des questions d'efficience de l'eau totale. Et je voulais je l'ai pas noté, mais vous inviter à aller voir un rapport qui a été fait par IRSTEA, maintenant INRAE, qui a été lu en 2017, qui est en accès libre sur Internet, justement sur cette définition des notions d'efficience et au niveau du matériel d'irrigation et des différents types de matériel d'irrigation. Chose que je ne traiterai pas là, notamment. Donc je vais pas parler de goutte à goutte, notamment un des matériels qu'on attend surtout sur les questions d'efficience. Et je vais plus aller sur d'autres types d'amélioration de matériel. Juste avant d'écarter, ou justement pour nous permettre d'écarter la question du goutte à goutte, est-ce que tu peux nous présenter peut-être juste quelques limites, peut-être du goutte à goutte qu'on présente souvent comme l'outil optimal pour rendre l'eau apportée plus efficiente? Oui, alors moi je parle en grande culture. Hein. Je tiens à préciser à chaque fois, enfin, c'était écrit sur l'entrée, donc Arvalis on est en grande culture. Aujourd'hui le goutte à goutte en grande culture c'est extrêmement peu utilisé. Donc je pense, enfin on est vraiment sur quelques pourcents ou quelques centaines d'hectares à l'échelle France. Les questions, les freins, hein, ils sont de l'ordre économique notamment parce que c'est bien plus cher que d'autres types de systèmes d'irrigation aujourd'hui. Et ensuite, de l'ordre de la structure même des matériels d'irrigation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour avoir un système de goutte à goutte, il faut des systèmes de filtration. Et donc, ça rejoint sur le coût, sur l'engagement prix. Et après, il y a différents types de goutte à goutte, mais il y a aussi des questions de mise en place du goutte à goutte pour le goutte à goutte de surface, de sortie du goutte à goutte qui entraînent des inconvénients qui aujourd'hui font que le goutte à goutte est très, très peu répandu en grande culture. Donc, comment on va aller plus loin et comment aller peut-être tendre vers une modulation intraparcellaire de l'irrigation? Et donc, merci Pierre. Du coup, l'idée, c'est quoi la signification d'amélioration de cette efficience à l'échelle du matériel et notamment sur la question de la modulation intraparcellaire de l'irrigation. Donc là, je mets une belle photo des industries Valmont. Donc, sur la modulation intraparcellaire de l'irrigation. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la modulation intraparcellaire de l'irrigation? Je vais vous mettre là, il y a deux formes de modulation. Soit, donc c'est toujours, moi je vais parler toujours sous pivot, hein, donc c'est pour ça que vous avez des grands ronds, c'est vu d'en haut, c'est des pivots d'irrigation. Donc il y a deux formes de modulation, une forme de modulation qui est plutôt répandue en France, hein, qui s'appelle la modulation de la vitesse d'avancement. Donc c'est ce que vous voyez là, les différentes couleurs. En gros, vous pouvez par secteur mettre une dose d'eau différente. Souvent, cette modulation, elle est très utilisée quand on prend des énormes pivots et qu'on met plusieurs cultures différentes sous un pivot. Donc, on met pas la même dose en fonction de la même culture. Ça existe aussi en enrouleur. Donc, la plupart des enrouleurs en France sont équipés de modulation de vitesse d'avancement. Par contre, en termes d'utilisation, je pense que pas un seul agriculteur qui module sa vitesse d'avancement sur enrouleur. Et la deuxième... Pardon de te couper, oui. Pourquoi? Parce que je pense que en fait déjà il faut réussir à trouver des carrés. Déjà il faut avoir la carte, donc on va le voir après sur des questions de modulation intraparcellaire. Après il faut que les carrés ils collent à nos limites de parcelles et de zones. Et ensuite ça rajoute en plus du temps en déplacement de l'enrouleur, en remettant le point GPS. Donc aujourd'hui c'est très peu usité. Voilà.
Et la deuxième modulation, donc celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la modulation de l'ouverture des buses, où en anglais, aujourd'hui, elle est commercialisée sous le nom de VRI, donc Variable Rate Irrigation. Et en fait, c'est ça là, ce que vous voyez en photo. En fait, l'idée, c'est de dire, je peux moduler ma vitesse, mais je peux aussi moduler mon ouverture et fermeture de vanne, et donc faire en sorte que sur un point, un pixel de ma parcelle, je puisse mettre une dose donnée à un endroit donné et différente entre 2 pixels. Et il y a 2 approches après pour essayer de travailler sur cette modulation intraparcellaire. Donc la première, c'est de dire je module sur une dose moyenne. Donc c'est souvent ce qui est fait, parce que c'est des technologies qui viennent pas mal des États-Unis. Souvent ce qui est fait aux États-Unis, c'est en gros, je dis à l'échelle de ma parcelle, je veux mettre 30 mm d'eau. Et il y a des zones où je vais mettre 20% de moins, et il y a des zones où je vais mettre 20% de plus. Mais au global, j'aurais toujours mis 30 mm d'eau sur ma parcelle. Donc j'ai pas d'économie d'eau, mais l'idée, c'est d'augmenter mon efficience via, je mets toujours le même volume d'eau à l'échelle de ma parcelle, mais je gagne plus de rendement. Et la deuxième approche, c'est de dire, je calcule la bonne dose à chaque pixel en spatialisant. Alors j'ai mis bilan hydrique parce que nous on utilise bilan hydrique, mais on peut aussi utiliser des sondes positionnées sur des cartes. L'idée, c'est de la spatialisation de modèles et où on va calculer une dose réelle pour chacun des pixels. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'était ce qu'on avait fait, donc une évaluation théorique à la base de ce qu'on pourrait attendre de la modulation intraparcellaire de l'irrigation sur une parcelle type. Donc c'est une vraie carte de réservoir utile, mais c'est un peu une fausse parcelle. Et vous comprendrez après pourquoi la question de la. Alors je vais présenter des chiffres, mais je veux le dire en préambule, la question de la rentabilité de ces systèmes dépend fort de l'indice d'hétérogénéité parcellaire à la base. C'est-à-dire que si on a des parcelles très hétérogènes, ça va sûrement être plus intéressant qu'une parcelle où il y a que 2 réservoirs utiles avec très peu de différence. Et donc, il n'y a pas vraiment, aujourd'hui, d'études. Il y a quelques travaux qui ont été faits notamment aux États-Unis sur des questions de rentabilité de ces systèmes-là, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui font consensus sur la rentabilité de cette technologie. Donc là, on a le préalable, c'est d'avoir une carte de réservoir utile. Du coup, une carte de résistivité. Donc déjà, comment on fait pour avoir une carte de résistivité? C'est des machines. Alors je vais pas rentrer dans le détail là parce que c'est pas ma spécialité, mais en gros, il y a des structures qui proposent ça, donc où on passe avec des machines pour avoir des impulsions électriques au niveau du sol et puis réestimer en fait des différences. On remarque des différences dans le sol et ça nous crée une cartographie. Parfait. Tadam. Et ensuite, nous, on couple ça à des sondages tarières pour estimer le réservoir utile selon les zones prédéfinies par la carte de résistivité. Et c'est ça qui nous permet, en agrégeant le tout, d'avoir des cartes de réservoir utile à l'échelle d'une parcelle. Donc déjà, c'est un travail en soi d'obtenir la carte de réservoir utile. Et là, le travail que je présente, c'est autour du réservoir utile, mais néanmoins, la modulation intraparcellaire, elle pourrait se faire, je fais le lien avec ce qu'on a vu ce matin, notamment la présentation de Terranis. L'idée d'avoir une image satellite pourrait aussi permettre de spatialiser selon aussi le développement de la plante et pas que selon le réservoir utile. Et là, nous, on est parti déjà sur une première base d'avoir le première hypothèse, en tout cas, dans ce cas particulier, on part sur le calcul d'un réservoir utile. C'est ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est la présentation de l'irrigation si j'irrigue sans modulation. Donc j'irrigue partout avec la même dose. Si je fais un apport d'eau par secteur, donc là, vous voyez déjà les couleurs commencent à être compliquées parce qu'entre ma carte de départ et ce que je mets comme dose d'eau dans les secteurs, alors l'idée c'est que je mets une dose d'eau différente en fonction des couleurs. Déjà il faut choisir. Alors là on a fait le choix de prendre le sol qui était le plus représentatif du secteur. Voilà. Et là sur cet exemple-là, on est sur une des modalités de modulation que tu as présentées. Ça, c'est de la modulation par secteur. Par secteur. Et la troisième modulation, c'est ce qu'on appelle la segmentation par électrovanne. Et donc là, l'idée, c'est pour une zone donnée ou un pixel donné, on va mettre la bonne dose d'eau au bon endroit et donc on va beaucoup plus coller au réservoir utile du sol. Et donc là, je vais vous expliquer comment rentrer dans ce tableau, mais c'était pour donner un exemple. Donc là, c'est un exemple pour une parcelle de 50 hectares. On imagine qu'il y a 10 hectares, c'est de réservoir utile 180 mm, 20 hectares, un réservoir utile de 120 mm, et 20 hectares, un réservoir utile de 80 mm. Donc, en gros, j'ai des grosses différences dans ma parcelle. Et là, j'ai défini, c'est dans le sud-ouest, on est sur une année médiane ou sur une année sèche.
Alors, soit j'irrigue de manière homogène, donc déjà j'ai deux manières d'irriguer de façon homogène, et c'est ce que je reprends, ce que disait Serge au début, il disait les sondes capacitives, je préfère les mettre dans la zone la plus pénalisée de la parcelle. A priori la plus limitante, quoi. Voilà, donc soit on réfléchit sur le RU le plus faible, soit on réfléchit sur le réservoir utile moyen. Et donc là, sur le réservoir utile le plus faible, dans notre parcelle du sud-ouest, on a besoin, donc on est en maïs, de 240 mm. Pour un volume, donc on a recalculé le volume, ça fait 120 000 m3. Et donc on a estimé un rendement à 130 quinto-hectares. Donc là, c'est plus pour l'exercice, vous n'arrêtez pas sur le chiffre en tant que tel, et ce qui nous donnait une valeur de production. Et notre idée, c'était de dire, déjà, si on irrigue par rapport au RU moyen et pas par rapport au RU le plus faible, combien j'économise potentiellement d'eau? Donc là, sur mon cas type, j'économise 20 000 m3, mais néanmoins, je perds 25 tonnes de production. Si je fais de l'irrigation modulée, donc c'est-à-dire si je vais moduler ma dose entre 140 et 240 mm, eh ben, si je fais le recalcul, c'est que théorique, je vous l'aurais dit, j'arrive à économiser à peu près le même volume d'eau, mais sans perte de rendement. Donc c'est là où j'ai complètement maximisé mon efficience. Et si je regarde sur une année sèche, eh ben, on économise quand même en pourcentage moins de volume d'eau, mais on a toujours la même dynamique. C'est en gros, la différence entre là et là, c'est là on est une année médiane, là on est une année sèche. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, on arrive à améliorer l'efficience théoriquement avec ce type de système. Donc on y revient théoriquement parce qu'on est sur des données, on va dire fictives. La question, c'est dans la vraie vie, est-ce que tu aurais un retour d'expérience à nous présenter? Voilà. Et donc dans la pratique, on suit un agriculteur qui s'est équipé donc de cette modulation intraparcellaire de l'irrigation. Donc sachez qu'en France, en fait, c'est une technologie qui vient des États-Unis, qui a été développée par deux grands vendeurs de pivots actuellement. Je peux les citer parce qu'il y en a que deux qui le font aujourd'hui. C'est l'INSEE et Vallée. Et donc, en France, on trouve que des Lindsay. Il y en a 5 ou 6 dans le sud-ouest et il y en a un en Rhône-Alpes. Et donc, c'est l'agriculteur qu'on suit aujourd'hui. Donc, il a une parcelle de 65 hectares dans l'Isère et il a un pivot qui est équipé du système donc qu'on appelle VRI, qui a été mis en service en 2020. Donc déjà, vous voyez, pour la chronologie du fonctionnement, on a été faire en 2019, en 2020 notamment, on a travaillé sur des questions de conductivité ou résistivité. Retenez, c'est à peu près la même chose, c'est pour faire les cartes de réservoir utile. On a été faire des profils pédologiques, on a été faire des sondages tarières pour recaler notre carte de réservoir utile. On a été faire des analyses physico-chimiques pour bien connaître notre sol. Donc déjà, il y a un gros travail au préalable. Il y a un gros boulot, tu t'insistais là-dessus en introduction sur ton cas théorique, mais là, on le perçoit bien. Donc là, on a passé quand même pas mal de temps pour analyser ça. Ensuite, on a construit la carte des réservoirs utiles de la parcelle, donc il a fallu la construire, faire en sorte... donc là, vous avez un trou tout simplement parce qu'en 2021, il a tellement plu qu'on n'a même pas été faire le travail, mais en gros, retenez que si on avait continué, on serait au printemps 2021 et été 2021. Et au printemps 2022, il a fallu travailler avec l'INSEE pour insérer les cartes de réservoirs utiles et programmer le pivot et tester le fonctionnement. Parce que c'est pas si simple que ça en termes de format, de fichier, de savoir quel type de carte on intègre et comment on l'intègre et ensuite comment on la prend en compte. Tiens, un petit sujet d'interopérabilité peut-être. Ouais, léger, oui. Donc sur des questions d'interopérabilité. Et ensuite, au champ, il y a toute la question. Donc nous, on a mis des suivis de sondes tensio, on a fait tourner des bilans hydriques, on a mis des pluviomètres sous le pivot, en dehors du pivot. On a mesuré au niveau des plantes et des cultures parce que c'était suivi. Mais globalement, la question, c'est de savoir, ok, maintenant j'ai une technologie qui me permet de moduler. Mais finalement, comment je prends en compte en fait toute la difficulté matérielle, c'est-à-dire que je sais que j'ai un tour d'eau, c'est-à-dire je sais que je peux pas revenir avant 2 jours sur ma parcelle. Est-ce que je mets plus d'eau à l'endroit où le sol est plus profond, ou finalement est-ce que je mets moins d'eau parce qu'il a moins besoin et plus d'eau là où c'est plus superficiel? Est-ce que je reviens plus vite ou moins vite? Et en fait, toutes ces questions-là aujourd'hui, c'est un peu tout le champ d'études et de recherche que nous on essaie de mener et qu'on souhaite mener avec d'autres, mais aujourd'hui, c'est assez pauvre sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la technologie en main, les agriculteurs l'ont en main, mais comment on l'utilise et comment on la relie à l'agronomie, aujourd'hui, le champ est vaste et il n'est pas encore clair. Juste pour être sûr de bien comprendre, on parle d'un autoguidage du pivot en fonction justement de la carte de réserve utile et sa programmation. Je sais pas ou est-ce que c'est à la mano que l'agriculteur doit faire tourner le pivot Non.
Ouais, voilà. Il y a un point GPS, il y a une, je sais pas si on voit la photo là, oui, voilà. Donc là, c'est chez l'agriculteur. En fait, il y a une console. Je l'avais pas ouverte, mais il y a une console en plus de la console du pivot, parce qu'ils connaissent le pivot, et dans lequel on met la dose. Et après, ben, notamment, enfin, pour la petite anecdote, donc là, c'était un exemple d'une sortie cartographique de la console du pivot qu'on a fait au 7 juillet. Mais par exemple, si on veut mettre, donc là, c'est nos parties découpées. Donc, on fait en sorte qu'il irrigue pas le soja et le blé, et puis on fait différentes doses sur les différents types de sols. Et ben, si on veut, par exemple, là, j'ai mis 20 et 30 mm, et si je veux mettre 15 ou 20 mm, il faut que je rentre une carte. Par exemple, il me faut autant de cartes que j'ai de doses différentes sur sur des questions de praticité. D'ergonomie, oui, c'est pas voilà. complètement simple. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous, notre objectif là avec cette parcelle, c'est de travailler notamment la faisabilité technique. Mais demain, on perd pas espoir de travailler sur justement cette question d'intérêt technico-économique et de question de rentabilité de ces systèmes-là. Et demain, voilà, à quel coût il faudrait que ce soit mis en place pour que l'agriculteur y voit une plus-value sur. Un intérêt à avoir une approche collective avec plusieurs agriculteurs d'un même coin qui pourraient partager ce type d'outils. Ah oui, c'est sûr que ça aura un gros intérêt, mais c'est extrêmement cher. Donc aujourd'hui, il y a moins de 10 agriculteurs en France qui ont ça, donc on va peut-être pas réussir à avoir l'approche collective qu'on voudrait. Les grosses limites qu'on observe aujourd'hui, parce que tous ces outils-là dont tu nous parles, est-ce qu'ils sont calés sur des objectifs agronomiques ou est-ce qu'ils intègrent aussi la contrainte hydrique on l'a vu tout à l'heure avec Sowit, où parfois on aimerait bien... il y a une différence entre le souhaitable et le possible. Est-ce que justement ces outils-là, et puis même ceux qu'on a vus jusqu'alors, intègrent ce possible avec ces contraintes hydriques en termes de volume comme donnée d'entrée? En fait, la plupart des outils qu'on a vus ce matin et ce type de matériel, en fait, c'est toujours basé en conditions de ressources qu'on appelle non limitantes, ou alors la ressource elle est contrainte mais par le débit journalier. Et en fait, demain, et c'est ce que disait Léa, il me semble, de Sowit, demain, comment on fait si j'ai un volume qui est inférieur à ce dont j'ai besoin pour irriguer ma culture? Et en fait, toute la question, c'est demain, est-ce que la technologie peut nous permettre, couplée à ces types de matériel ou à d'autres outils de pilotage, peut me permettre d'aider l'agriculteur pour justement gérer ce qu'on appelle cette ressource contrainte. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ressources contraintes? C'est des situations, c'est un peu situations dans lesquelles la conduite de l'irrigation ne permet pas de suivre la stratégie hors contrainte de l'agriculteur. Donc, on appelle ETM ou autre. ETM, évapotranspiration maximale. Donc, c'est sans stress hydrique, j'atteins le maximum de rendement que je peux obtenir. On l'a vu ce matin avec un exemple sur la vigne de mémoire où on voyait le pic qui traduisait cette avec ETM. Une limite, c'est que la vigne, on l'irrigue pas à l'ETM. Bon, alors, ok. Mauvais exemple. J'ai tenté de faire à mon malin. Raté. Je te laisse continuer du coup. Et donc, les notions importantes, c'est ça, c'est qu'il y a soit un volume disponible d'irrigation en mètres cubes, donc on travaille à la parcelle sur un volume donné, et on a aussi ce qu'on appelle les débits d'irrigation en millimètres par jour. Donc ça, c'est lié, c'est inhérent au débit d'équipement. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qui est écrit juste en dessous, une ressource limitée, elle n'est pas forcément limitante tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a des années, de toute façon, en fait, un irrigant, il a un système d'irrigation avec un débit d'équipement qui est toujours limitant au moins 2 ans sur 10. C'est une moyenne, en fait. C'est quand on calcule et quand on dessine les débits d'équipement, ils sont calculés sur les besoins du mois de pointe des années précédentes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on va pas s'équiper pour gérer toutes les années climatiques. Donc, de toute façon, il y a des moments où c'est limitant. Et donc là, l'idée, c'est de dire, déjà, est-ce qu'une ressource limitée, elle est forcément limitante? Les ressources, oui, j'appelle ces volumes à chaque fois. Donc là, c'était juste un préambule, je vais pas rentrer dans tout le détail, c'est pour vous dire, et ça reprend ce que disait Gilles au début, il y a plusieurs dimensions de décision en ressources contraintes, et ça, je vous invite à aller regarder. On avait fait, ça c'est issu d'une présentation qu'on avait fait conjointement avec Jacques-Éric Bergès de l'INRAE au sein du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, et c'est en ligne sur le site du ministère. Là, je vais juste me concentrer sur Irelis volume limité, que j'ai appelé comme ça, mais
c'est pas vraiment son nom. Et l'idée, c'est de dire, voilà, quand on parle de ressources contraintes, on peut parler de différentes dimensions spatiales. Donc, on peut être au territoire, à l'exploitation, à la parcelle. Mais on peut aussi parler de différentes dimensions temporelles, donc que j'appelle stratégiques, tactiques ou opérationnelles. Et donc là, quand on parle d'IRELIS volume limité ou alors bilan hydrique volume limité, le module de volume limité, en gros, on est positionné à la parcelle et on est sur l'idée du tactique. Donc, ce que j'appelle stratégique, c'est avant la campagne. Et tactique, c'est pendant la campagne d'irrigation. C'est qu'il faut qu'on arrive à s'adapter pendant la campagne d'irrigation. Donc, je vous repasse pas quelles questions on se pose, voilà. Et c'est là où on rentre dans le dur du sujet. Comment on fait? Donc, ce que posait comme question Léa de Souit, comment on fait demain avec un volume qu'on veut limiter? Et donc l'idée, nous qu'on a derrière, c'est de se dire, voilà. Alors aujourd'hui, je le présente pas, mais on a IRELIS, c'est un moteur de bilan hydrique, donc bon, couplé à nos bases de données, mais c'est un moteur de bilan hydrique dans lequel, en fait, on va rentrer les données de l'agriculteur. Donc l'idée, c'est de dire à quelle date j'ai semé, quel est mon type de sol, quelle est ma variété. Et on va lui rentrer ses contraintes matérielles, donc son débit d'équipement et son temps de retour, donc sa fréquence de retour. Et ensuite, on va faire tourner IRELIS sur le cas d'une parcelle. Donc, je prends un exemple, c'est notre agriculteur. On fait tourner ses bilans hydriques sur 20 ans sans contrainte de quota, donc ce qu'on appelle le volume non limitant. Déjà, c'est pour nous qu'on sache quel volume est nécessaire chez cet agriculteur-là, compte tenu de son débit d'équipement, à combien il a besoin d'irriguer pour être à l'ETM sur sa parcelle. Et donc, c'est ça que ça nous donne. Et ensuite, on va lui demander son quota d'irrigation, ce qu'on appelle son volume limité. Et donc, ensuite, c'est ça que ça va nous donner. Donc, en fait, en gros, retenez, en fait, les petits points, c'est ce qu'on appelle une courbe de déstockage volume limité. En gros, là, c'est une année où il démarre, où il avait eu besoin de 300 mm d'eau, et c'est la manière dont il les a utilisés au fur et à mesure. Imaginez les escaliers. Et donc, nous, ce qu'on dessine, alors bon, elle est mal placée, mais normalement, ce qu'on dessine, c'est le volume nécessaire, habituellement. Et là, en fait, on recrée une courbe de volume disponible en début de saison. Et on essaye de regarder la dynamique qu'il devrait suivre pour réussir à aller jusqu'au bout de la saison sans avoir en essayant de répartir au mieux son volume. Donc, l'idée, c'est derrière cette courbe, qu'est-ce qu'on intègre, en fait? On intègre la question de fréquentiel climatique. Donc, de dire, dans un endroit donné, j'ai plus de probabilité d'avoir des pluies en début de saison qu'en fin de saison. Et inversement. Donc, il y a une fréquentiel climatique qui est pris en compte derrière. Et ensuite, l'idée, c'est IRELIS préconise, tout ça, IRELIS préconise une irrigation quand on touche le bas de RFU, si on est entre deux, si on est un temps de retour, exactement, je vous le redis, c'est si l'espace minimum entre deux tours d'eau est dépassé, si on est dans la phase de début ou fin d'irrigation, et ensuite on rajoute une règle qui dit si le volume disponible, il est pas en deçà de la courbe de déstockage. Donc en gros, si je me retrouve pas là, quoi. Donc tant que je suis dans cette zone-là, j'irrigue pas, et dès que je me retrouve au-dessus de cette courbe verte, j'irrigue. Donc si c'est pas au-delà, je peux irriguer. Si c'est en deçà, oui. C'est ça. Ouais, je peux irriguer. En fait, ça crée une contrainte supplémentaire sur mes déclenchements d'irrigation. Voilà. Donc, j'essaye en fait, en gros, je décale mes irrigations par rapport à ce que je ferais en système irrigué normalement. Entre guillemets, parce que ça dépend de mon contexte agro-pédométéo. Parce que cette courbe, elle dépend de ma date de semis, de mon lieu et de ma capacité de débit d'équipement. Et donc, derrière, ensuite, on va tester différentes stratégies. Donc en fait, parce qu'une fois qu'on a ça, l'idée c'est, je peux me dire moi, j'ai qu'à commencer à irriguer et je verrai bien ce qui se passe en mettant 30 mm. Mais s'il faut, la stratégie gagnante, ça aurait été de mettre 15 mm au début, puis 35 après, et puis redescendre à 20. Et donc du coup, on essaye d'imaginer différentes stratégies, et en fait, on va les tester a priori via en utilisant ce qu'on appelle une fonction de réponse à l'eau. Donc c'est une fonction de calcul de perte de rendement liée au stress hydrique. Et on essaye de maximiser, en fait, en gros, ce rendement par rapport à la perte sur 20 ans. Donc, c'est un deuxième modèle, on va dire, qu'on vient plugger au précédent pour optimiser. Qui nous permet de prendre la décision de dire quelle stratégie était la plus payante sur les 20 ans passés. Et donc ça nous permet de développer un calendrier prévisionnel d'irrigation pour l'agriculteur sur un lieu donné. Et ensuite,
ce qu'on a testé cette année, c'est donc ça fait quelque temps qu'on le réfléchit. Donc ça, c'est quelque chose de stratégique. Et ce qui a été testé et travaillé cette année, c'est de dire, ok, maintenant j'ai ce calendrier prévisionnel d'irrigation, mais comment je fais pour m'adapter sur l'année en cours? Et donc, comment je fais pour recalculer ce calendrier prévisionnel en cours de campagne pour pouvoir m'adapter au climat et aux difficultés de l'agriculteur. Et donc, c'est l'intégration de la remise à jour de ce calendrier prévisionnel d'irrigation au fur et à mesure de la campagne. Juste une petite précision, ce calendrier prévisionnel d'irrigation, il est basé sur les 20 ans passés? Il est basé sur les 20 ans passés. Or, dans un contexte de changement climatique, j'imagine que la corrélation entre ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain, elle est moins bonne. Est-ce que ça impacte ce travail? Après, forcément, la stratégie va être préalablement choisie, mais on peut adapter la stratégie en fonction du climat qu'on rencontre. Donc, c'est-à-dire, parce que, en fait, même si on regarde sur les 20 ans passés, il y a forcément, en fait, si on se dit 8 ans sur 10, il pleut au printemps, en fait, on peut tomber sur une année où il n'a pas plu au printemps. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, déjà, au préalable, d'étudier le volume et ensuite de pouvoir se réadapter au climat en cours et au prévisionnel, mais à 15 jours, quoi, pas plus loin. Voilà. On le fait pas tourner sur des scénarios climatiques futurs pour la simple et bonne raison que on colle pas les 20 ans des scénarios GIEC, on va pas coller sur le climat réel ni sur le climat futur. Et donc là, c'était juste un exemple de ce qu'on avait pu faire pour un lieu qui est Gaillac, qui est à côté d'Albi, dans le sud-ouest. Donc c'est une de nos plateformes d'irrigation, donc c'est souvent là qu'on travaille. Et donc c'est juste le stratégique que je vous présente, parce que le tactique sera notamment présenté si des gens sont, je crois que c'est le 26 janvier, aux Journées de l'innovation à La Beige, organisées par Aramis. Teasing. Voilà. Du coup, là, sur les questions stratégiques, c'est juste présenter un peu ce qu'on peut faire. Là, c'est de dire, déjà, si j'ai un volume disponible de 200 mm, 275, 150, 125, combien d'années sur 20 il est limitant ou pas? Donc, c'est-à-dire déjà essayer de caractériser pour l'agriculteur sa limite. Et ensuite, là, c'est un peu des exemples de ce qu'on peut sortir. C'est pas du tout ce qu'on présentera à l'agriculteur, hein, je vous rassure. L'idée pour l'agriculteur, c'est qu'il ait un calendrier prévisionnel, que ce soit assez facile pour lui de lecture. Là, j'ai juste montré ce qu'on avait pu faire par le passé sur cette parcelle pour un peu expliquer ce qu'on fait, c'est-à-dire que on teste différents scénarios et on regarde les pertes de rendement. Donc là, c'est petit R, c'est le rendement avec stress hydrique, et grand R, c'est le rendement sans stress hydrique. Donc l'idée, c'est un pourcentage de pertes qu'on voit. Et donc l'idée, c'est j'essaye d'avoir les stratégies qui, en moyenne, s'en sortent le mieux. Donc j'essaye d'éviter les stratégies qui se cassent complètement la figure, par exemple celle-là, même s'il y a des années où elles seront excellentes. Mais l'idée, c'est je vais sélectionner la stratégie qui, en moyenne, s'en sort le mieux. Voilà, pour démarrer ma campagne. Voilà. Et là, c'était pour montrer que il y a certains volumes au niveau duquel on peut faire toutes les stratégies qu'on veut. La réflexion mène pas à grand-chose, on se casse la figure au bout d'un certain volume d'irrigation. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur ces questions de volume limité? Donc là, je vous présentais la théorie, ou en tout cas tout le travail qui a été mené. Notre idée, je ne devrais pas l'appeler Irélis VL, mais notre idée, c'est d'avoir un nouveau modèle, c'est une sorte de nouveau modèle, volume limité, associé au bilan hydrique. Irélis 2.0 qui permet l'irrigation de précision. Ce serait un module, en fait, sur des questions de modèle, vous avez quand on en parle de modèle, on parle de plateforme de modélisation, et bien comme tu disais, on a mis une brique de fonction de réponse à l'eau, et ben c'est une brique de module de décision en volume limité. Voilà. Et donc ça peut se mettre sur un autre bilan hydrique. C'est la question, c'est d'avoir cette brique de volume limité. Donc nous, notre objectif, c'est de continuer à la tester, en tout cas en 2023, et d'essayer de commencer à avoir peut-être pas vendus, mais essayer d'avoir un test un peu plus large à horizon 2024. Alors nous, on travaille, et c'est ce qui a été dit, je sais plus qui a parlé de questions de modèles mécanistes, de différentes approches. Si c'est Léo sur la question. Donc nous, on travaille sur des questions de modèles mécanistes, mais ici, c'est vrai qu'on est à la chaire agrotique, et sur les questions aussi. Je sais qu'il y a d'autres structures qui travaillent sur d'autres approches, notamment des approches d'intelligence artificielle, de comment on fait pour que notion de machine learning, comment on fait pour réussir à faire en sorte que au bout de plusieurs années d'apprentissage ou alors de grosses bases de données,
on puisse décider des prises de décision d'irrigation sans forcément avoir l'explication, avec des formes de boîte noire, l'explication de pourquoi ça fonctionne, mais que ça fonctionne. Et donc, il y a d'autres perspectives sur ces approches d'irrigation qu'on appelle suboptimales, parce que souvent on entend irrigation de résilience, mais personne définit très bien l'irrigation de résilience, donc on va préférer l'irrigation suboptimale. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Sophie. On peut l'applaudir pour cet exposé. Juste en précise parce que c'était une question. Irelis aujourd'hui, donc tu l'as expliqué là avec un Irelis avec un module complémentaire sur les volumes limités, mais c'est bien un outil qui est payant, distribué aujourd'hui par des structures de développement et demain intégré par ce que j'ai appelé des metteurs en marché, en tout cas des fournisseurs de solutions qui l'intègrent dans leur propre package d'une offre plus complète. Oui, c'est tout à fait. Nous, c'est payant. Et après, c'est pour le lien avec l'agriculteur, ça dépend de la volonté des personnes qui mettent en développement. Il y en a qui le font rentrer dans des contrats, il y en a d'autres qui développent une offre. Ça dépend vraiment. Pour l'agriculteur, c'est pas toujours la même chose, mais en tout cas, oui. Ça dépend, quel est son metteur en marché en face de lui. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, on a compris deux grandes pistes. L'irrigation de précision avec une modulation intraparcellaire. Deux, une irrigation avec un pilotage intégrant des contraintes de volume. Et puis trois, on espère peut-être le cumul des deux. J'imagine que c'est aussi une piste importante.